Bienvenue pour ce nouveau Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans l'Alger du XVIIIe siècle. Hmm. Et on va voir qu'un vêtement, le caftan, c'était bien plus qu'un simple habit, c'était comme un langage visuel. Tout à fait. C'est vraiment ça, un code social. Et notre source principale pour ça, c'est un témoignage assez incroyable. Ah oui, Celui du diplomate français Venture de Paradis. Il a écrit Alger au XVIIIe siècle, et franchement, c'est une mine d'infos. d'accord. Donc notre mission, si on l'accepte, C'est ça. c'est d'explorer comment ce caftan avait une double vie, si on peut dire. D'un côté, symbole politique fort chez les hommes, Voilà, l'investiture, le pouvoir. et de l'autre, incarnation de l'élégance, du statut chez les femmes. Exactement. Deux facettes fascinantes révélées par de Paradis. Ok, bon, déballons ça. Commençons par les hommes, si vous voulez bien. Le caftan comme tissu du pouvoir. Alors, oui, chez les hommes, c'est frappant. De Paradis explique que l'acte de donner ou même d'envoyer un caftan par le pachadeh, Mhm. ça valait nomination officielle. C'était le caftan d'honneur. Ah, carrément, ça remplaçait un papier, un décret. De Paradis suggère que oui, parfois ça rendait le décret presque superflu. Recevoir le caftan, c'était recevoir le poste. Le vêtement faisait l'homme, enfin, faisait la fonction. C'est fou ça comme idée. Un vêtement qui fait office de contrat. Il donne des exemples précis? Ah oui, plein. Pour le Khaznadji, le ministre des Finances, il parle d'un caftan magnifique qui est remis en personne. C'est un geste fort. D'accord. Et pour l'Ibé, les gouverneurs des provinces comme Constantine, Oran, Titeri, le Dey leur envoie un caftan. Pas besoin de plus. Le message était clair. Exactement. Et ça ne s'arrêtait pas là. Ça concernait aussi l'Aga des chevaux, le Vekil al-Karaj, beaucoup de postes clés en fait. Même les militaires de base, les janissaires, il me semble. Oui, tout à fait. Les janissaires recevaient un caftan ou au moins une veste avec leur solde. C'était une partie de leur paiement, mais aussi un signe d'appartenance, un uniforme. Donc ça irriguait vraiment toute la structure masculine du pouvoir. Complètement. Et même dans l'autre sens, les bey, quand ils payaient leurs impôts ou offraient des cadeaux aux dey, ça incluait souvent des caftans de brocart, des pièces de luxe. Ça circulait, quoi. Et le summum, le clou du spectacle, c'était pour le Dey lui-même. Précisément, lors de l'investiture du nouveau deymé, après les serments d'allégeance, le moment clé, c'était quand on le revêtait du caftan de cérémonie. Ah oui, l'acte symbolique ultime. C'est ça, le pouvoir qui s'incarne littéralement dans le tissu. Ce qui est fascinant ici, c'est vraiment comment ce vêtement matérialise la hiérarchie, l'autorité à tous les niveaux. C'est une image très forte. Mais alors, on a dit que ce n'était pas qu'une affaire d'hommes. Non, loin de là. De Paradis nous emmène aussi dans l'univers féminin. Comment ça se pensait pour les femmes, le caftan? Alors là, on change de registre. Chez les femmes, le caftan, c'est l'élégance, la richesse, le statut de la famille qui s'exprime. D'accord. De Paradis le décrit comme une longue robe ouverte devant, faite dans des tissus précieux. Du velours, souvent très coloré, ou du brocart de soie. Hmm. Et ce qui est très important, ce sont les ornements. Sur les bords, le long de l'ouverture, et sur les manches, il y avait de riches galons de fil d'or ou d'argent. La fameuse sfifa. La sfifa, cette passementerie aïori. C'est ça, ce travail de tressage qui signe vraiment la qualité, le luxe. Plus c'est riche, plus ça montre le statut. Et c'était porté seul, ce caftan? Ou... Ah non, c'était la pièce maîtresse d'un ensemble complexe. Il y avait tout un jeu de superposition. D'accord, racontez-nous. Sous le caftan, les femmes portaient la glila. C'est une sorte de gilet ou de corsage, plus ajusté, souvent brodé lui aussi. Et on le voyait? Oui, parce que ses manches, plus étroites, apparaissaient sous les manches larges du caftan. Ça créait des contrastes de couleurs, de textures, c'était très recherché. D'accord. Et en bas? En bas, le serroil médoire, un pantalon ample, bouffant, mais resserré aux chevilles. Et par-dessus le caftan, quelque chose pour marquer la taille. Exactement, le yizam. Une large ceinture, souvent en soie, elle aussi brodée de fils d'or, qui venait cintrer le caftan. On imagine une silhouette très riche, très parée. Extrêmement. Et ce n'est pas fini, il faut ajouter les bijoux. Là, de Paradis décrit un faste incroyable. Ah oui, Sur la tête, la sabba, une sorte de diadème avec des pierres, des perles et des petites chaînettes qui tombaient sur le front. waouh. Aux oreilles, de grandes et lourdes boucles pendantes, en or, parfois avec diamants, perles. Autour du cou, plusieurs rangs de colliers, de perles, d'or, Ça devait peser. certainement. Et aux poignets, une accumulation de bracelets en or. Et même aux chevilles, des anneaux, les khalkal. C'est une véritable parure monumentale, presque. Incroyable.
Puis de cette accumulation, cette richesse, quel était le message derrière tout ça au fond? Si on relie tout ça, la qualité des tissus, la complexité de la tenue, l'abondance des broderies, l'éclat des bijoux, tout cet ensemble formait une partie essentielle du trousseau de la mariée. Ah, le trousseau! Oui. Et c'était donc une démonstration très publique de la richesse, du statut social de sa famille d'origine. Chaque élément était un signe. Beauté, richesse, rang élevé. Donc, si on essaye de résumer un peu tout ce que De Paradis nous apprend, qu'est-ce que tout cela signifie? Bah, Ce qui ressort très fort, c'est que le cafetan, dans cet Alger du XVIIIe siècle, fonctionnait vraiment comme un langage codifié, un puissant outil de communication sociale. Mhm. Pour les hommes, il scellait le pouvoir, il désignait la fonction, il matérialisait la hiérarchie politique. Un vrai uniforme de l'autorité, quoi. D'accord, Le sceau du pouvoir. c'est ça. Et pour les femmes, il était au centre d'une expression très codifiée aussi, de l'identité familiale, de la richesse, du statut social, tout ça à travers une esthétique très, très raffinée. Donc bien plus qu'une simple mode. Ah oui, bien plus. C'était vraiment un pilier de l'identité visuelle algéroise de l'époque, un langage à part entière. Un vêtement deux mondes masculin et féminin, mais une fonction commune. Signifier la place de chacun dans la société. Sceau du pouvoir d'un côté, blason de statut de l'autre. Fascinant. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une question un peu plus large pour conclure. Oui. On pourrait se demander dans quelle mesure nos vêtements à nous, aujourd'hui, continuent de raconter des histoires. Des histoires de pouvoir, d'identité, d'appartenance. Silencieusement. Oui. Silencieusement, bien au-delà de leur simple utilité. C'est une question qui, je crois, reste tout à fait pertinente.